Bonjour mes belles plantes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, moment très spécial parce que j'ai l'honneur d'inviter Jenna Blossoum sur la chaîne. Alors pourquoi je l'ai invitée? Parce que Jenna Blossoum, ça a été comme un appel, comme une intuition, parce que j'étais en recherche, et peut-être que je le suis encore peut-être un petit peu, de ma mission de vie. Mais du coup, qu'est-ce que la mission de vie? Jenna en parle beaucoup en ce moment. Et donc, je vais la laisser se présenter un petit peu à nous. Bonjour Jenna. Bonjour Eva et merci de m'accueillir sur ta chaîne. Donc effectivement, la mission de vie, qui est un sujet dont je parle énormément et que j'ai été amenée, guidée à partager. Donc qui je suis déjà pour te répondre, je suis coach et enseignante en développement personnel et spirituel. Je suis auteure, conférencière, j'organise aussi des stages et des ateliers en ligne et en présentiel. Et je diffuse sur des sujets de développement personnel et spirituel et notamment sur celui de la mission de vie. Merci Jenna pour cette précision. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire et qu'est-ce qui t'a amené finalement à partager tout ça, que ce soit au travers de tes réseaux sociaux, en conférence? Voilà, à quel moment tu t'es dit, il faut que j'ai besoin de partager ça au monde finalement? Bien sûr, c'est une bonne question. Alors, j'ai toujours été depuis petite, on va dire, ouverte au monde spirituel et aux questions existentielles. Donc ça a toujours été quelque chose de très présent chez moi, qui s'est beaucoup développé, cette quête de sens, quand j'avais une dizaine d'années, qui n'a fait que grandir, mais mon mental et ma compréhension du monde m'avaient amené à suivre un chemin assez classique, on va dire, plus ou moins, d'études. Et donc j'ai fait je réussissais très bien à l'école, j'ai fait des belles études, j'ai étudié la communication, puis la science politique, etc. Et à mesure que j'avançais dans mon chemin, qui me satisfaisait d'une certaine manière intellectuellement, je sentais qu'il y avait une partie de moi qui était complètement annihilée, qui était complètement laissée de côté et qui n'arrivait pas à s'exprimer. Et petit à petit, plus je suivais cette voie rationnelle et raisonnable, et avec une belle reconnaissance sociale aussi, plus je m'éteignais à l'intérieur, plus mon énergie intérieure s'amoindrissait. Et jusqu'à un moment de prise de conscience où j'ai réalisé, j'ai eu comme un appel, un réveil très très fort, que en fait, depuis tout ce temps, je me sentais pas à ma place, je me sentais pas comprise et je me sentais éteinte. En réalité, je n'acceptais pas de prendre le chemin de ma mission de vie. Je n'acceptais pas de prendre la responsabilité de ce que j'étais venue faire ici sur Terre. Et à partir du moment où intérieurement j'ai posé cette décision profonde, j'ai eu ce déclic énergétique de ok, j'accepte d'être sur mon chemin, j'accepte mon chemin, peu importe à quoi il va ressembler, mais j'accepte de prendre la responsabilité véritablement de ce que je suis venue faire ici. Et à partir de là, tout a changé, tout s'est ouvert. Mon canal de l'intuition qui était déjà présent mais que j'avais mis de côté s'est rouvert de façon drastique. J'ai commencé à entendre très fort des messages, des canalisations sur certains sujets. On m'a dit, j'ai entendu ouvre un blog, ouvre un blog, ouvre un blog. Alors au début, moi, mon mental qui résistait encore pas mal se disait mais non, un blog c'est saut 2010, je vais faire 3 articles et puis je vais me lasser, personne va le lire. Enfin, voilà, j'avais tout un tas de résistances. Et puis la vie a fait que au travail, parce que je travaillais énormément, je me suis fait une contracture musculaire et une cervicalgie. Le corps parle à notre place. Exactement. Finalement. Qui a fait que j'ai dû rester immobilisée chez moi pendant plusieurs jours. Et pendant ce temps-là, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire finalement? Et juste pour le fun, je me suis dit ok, je vais le faire ce blog, mais je vais le partager à personne, je vais juste le faire pour mon plaisir à moi. Et à partir de ce moment-là, ça m'a plu et j'ai eu envie de partager naturellement. Et en fait, 3 semaines après, j'ai été contactée et invitée pour participer à une grande conférence avec 200 personnes, avec Frédéric Lenoir notamment, le philosophe, et avec tout un tas d'autres femmes très très inspirantes. Et puis ça a été le début, à partir de l'ouverture de ce blog, en fait, ça a été le début. Les articles ont fait boule de neige et ont été partagés des centaines de fois. Et puis j'ai commencé à entendre chaque chose, des messages très clairs. Je me réveillais la nuit pour écrire parce qu'on me dictait certaines choses. Et un jour, un après-midi, où je canalisais justement, j'ai dû m'arrêter, écrire sur ce sujet de la mission de vie.
Et ces idées que je notais ressemblaient bizarrement à des chapitres, ce qu'on m'a confirmé par la suite, et mon premier livre est né comme ça, et a été publié 2 ans à peine après. Et voilà un petit peu comment j'en suis arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui, à un âge aussi jeune qui parfois surprend les gens, parce que j'ai commencé vraiment mon activité vraiment intuitive, publique, on va dire, à 22 ans, et à partager parfois certaines choses qui dépassent un peu l'image d'une jeune femme de 22 ans. Donc voilà, ça fait quelques années maintenant que je fais ce que je fais, et que je suis toujours aussi épanouie sur ma voie. En tout cas, tu as un parcours vraiment très inspirant, et du coup, on se dit que ce parcours-là, eh bien, à tout âge, finalement, quand on a envie de faire quelque chose, il faut se lancer. Et peu importe, je dirais même les jugements extérieurs, parce que peut-être que, je ne sais pas si tu as ressenti des jugements, ou des critiques, ou des regards. Bien sûr. Surtout quand on vient d'un milieu qui est très intellectuel, universitaire, etc. Ouais. On ne s'attend pas à un virement de situation, un virage comme celui-ci. J'ai la chance d'avoir une famille qui m'a toujours soutenue, qui m'a toujours acceptée telle que j'étais, et donc il n'y a eu pas de problème du côté de ma famille proche. Après, effectivement, lorsqu'on se lance ou lorsqu'on commence à faire certaines choses un peu différentes, oui, il y a des regards, il y a des jugements. Après, je crois aussi que c'est comment on gère et comment on se sent, nous, dans notre place, qui fait qu'on attire aussi des personnes qui viennent nous appuyer sur ce que j'appelle les boutons déclencheurs. Donc, vu que je me suis toujours sentie tout à fait légitime et tout à fait à ma place et tout à fait en joie de faire ce que je faisais, finalement, lorsque j'en ai eu objectivement des remarques, en fait c'est les gens qui projettent certaines peurs sur vous ou certaines frustrations, mais ça m'appartient pas, donc finalement ça ne m'a jamais atteint, ça ne m'a jamais déstabilisée de mon cheminement. Et presque, j'ai envie de dire, ça n'a fait que renforcer ma détermination à me sentir bien dans ce que je faisais. Et puis encore une fois, mon but, c'est pas de prouver quoi que ce soit à personne. C'est en toute humilité de faire ce que j'aime, et je sais que je suis à ma place en faisant ça. Et du coup, on parle de mission de vie justement, mais peut-être que les personnes nous entendent mais se disent d'accord, c'est très bien, mais qu'est-ce que c'est réellement une mission de vie? Est-ce que c'est trouver un sens à sa vie? Est-ce que c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut dans sa vie pro et perso? Est-ce que c'est être aligné avec soi? Parce que maintenant, c'est vrai qu'on met plein de mots à ça, mais si on pouvait simplifier un petit peu, qu'est-ce que ça serait? Alors la mission de vie, en réalité, c'est ce que l'on est venu faire sur Terre pendant cette incarnation. Vous, moi, nous, une âme, c'est-à-dire une essence naturelle de qui on est profondément. Et on a choisi, avant de venir s'incarner dans cette expérience matérielle, on a choisi un chemin, une mission particulière, des talents qu'on va partager pour apporter d'une certaine manière notre pierre à l'édifice de l'humanité. On est aussi venu pour apprendre et pour évoluer en tant qu'âme, mais on est aussi venu pour donner, pour partager, pour apporter une certaine énergie, une certaine vibration, certains talents, certaines capacités, certains messages à notre entourage, au monde. C'est le monde, ça ne veut pas forcément dire la planète entière, mais en tout cas à toutes les personnes que l'on va toucher dans notre vie. Et donc ça, c'est notre mission de vie. C'est vraiment ce que profondément on est venu faire et on est fait pour faire pendant cette incarnation. Alors du coup, justement, on va parler de ton livre, mais justement, là, il y a tout de suite une question qui me vient en tête. Est-ce que ça ne met pas la pression, finalement, de se dire j'ai une mission de vie, il faut absolument que je l'incarne, il faut que j'aide les autres, il faut. Est-ce que finalement, le but de tout ça, finalement, ça ne serait pas d'être heureux, tout simplement? Oui, alors la réalité, c'est que lorsqu'on est à sa place, lorsqu'on est à sa mission de vie, on se sent en joie et on se sent épanoui. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas se sentir pleinement heureux, on ne peut pas avoir accès à quand je parle d'être heureux ou du bonheur, c'est un sentiment d'être à sa place et d'être épanoui, de se sentir aligné. Et ça, c'est pas possible tant qu'on ne se sent pas en paix et en harmonie avec ce que l'on fait de notre temps et de notre vie. Donc la pression, elle existe à partir du moment où le mental décide de se la mettre, et à partir du moment où on a une vision court-termiste de je l'ai pas, il faut absolument que je la trouve vite. Ça, c'est un procédé mental qui est très limitatif et qui peut se travailler, mais c'est pas du tout l'essence de la mission de vie. Votre mission de vie, elle est là dès le début, elle est à l'intérieur de vous. Vous l'avez toujours plus ou moins déjà pratiquée en réalité. Après, ça dépend du degré, c'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui a une essence
de quelqu'un qui apporte beaucoup de paix aux autres. Il l'a toujours fait depuis qu'il était enfant finalement. D'accord, oui. Mais après, dans quelle mesure est-ce que ça va pouvoir se révéler au maximum et toucher le maximum de personnes, ça c'est à lui d'en décider et à lui lorsqu'il s'accepte pleinement et lorsqu'il décide de commencer un processus introspectif qui va pouvoir se sentir vraiment à sa place. Donc c'est pareil, c'est pas non plus je dois aider des personnes, la mission de vie c'est pas je dois aider des personnes, la mission de vie c'est je dois être moi. Je dois m'aider moi déjà. Déjà, je dois m'aider moi. Ça, c'est sur le volet d'évolution de l'âme. Mais la mission de vie, c'est vraiment je dois être moi. Je dois incarner ma lumière. Je dois incarner qui je suis vraiment. Pour ça, il faut l'accepter. Et il faut s'autoriser à aimer ce qu'on aime, à avoir une image de soi beaucoup plus positive, à avoir du non-jugement et à sortir aussi de la projection qu'on fait sur ce qui est attendu de nous, sur ce que l'on doit faire comme travail, ce que l'on comprend du monde, les cases qu'on doit, dans lesquelles on doit être pour que tout aille bien. Donc, c'est pas aider les autres, vivre sa mission de vie, c'est être profondément soi-même. Et lorsqu'on est profondément soi-même, naturellement, notre énergie et notre lumière, elle vient toucher des personnes qui sont prêtes, qui ont envie de nos services ou de notre énergie de manière générale. Donc c'est important de le préciser parce que la mission de vie c'est pas un sacrifice, absolument pas. C'est pas moi au service du monde, c'est moi au service de mon âme. Et mon âme, effectivement, elle fait partie de quelque chose de plus grand. Du coup, trouver sa mission de vie, ça nécessite un gros travail sur soi. Alors peut-être que ça dépend chez certaines personnes, mais en tout cas, tu parles dans ton livre justement, si vous voulez en savoir plus sur comment trouver sa mission de vie, c'est celui-ci. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre dans la description, qui est trouver et réaliser votre mission de vie, manuel pratique. Et donc, moi, il y a une bonne partie du livre qui m'a interpellée. Alors j'ai peut-être l'imagination que c'est une bonne partie, mais ça se trouve c'est juste c'est un chapitre, mais pour moi j'avais l'impression que il y avait une bonne partie de ça. Je sais pas, c'est peut-être moi qui l'a pris intérieurement comme ça. Peut-être que ton âme elle avait besoin de ou peut-être que mon âme, ouais, c'est ça exactement. Et du coup justement on parle de croyances limitantes parce que on a beaucoup de croyances, alors ça peut être lié à notre famille, à tout ce qui est karmique, par rapport à tout ce qu'on traîne par rapport à la famille. Ça peut être ce qu'on vit maintenant, ce qu'on a vécu dans le passé, ce qu'on aimerait vivre dans le futur. Ça peut être aussi un peu intemporel finalement tout ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi tu as voulu faire un chapitre dédié justement aux croyances limitantes. Est-ce que justement c'est important du coup de travailler dessus en amont ? Bien sûr. Alors les croyances limitantes, c'est extrêmement important et pour moi c'est une des bases de mon travail et du travail que l'on peut faire. En réalité, ces croyances limitantes, ce sont des conclusions que l'on a tirées de notre expérience ou de ce que l'on a pu nous inculquer via notre famille, comme tu le disais, notre société. Et qui font qu'on a une certaine compréhension du monde actuel et aussi une certaine vision de ce qui est possible pour nous ou pas. Et on ne se rend pas compte, mais on vit tous les jours avec le prisme de croyances, limitantes ou pas, mais de croyances de manière générale. Je crois que demain le soleil va se lever, je crois que je suis une femme, je crois que pour réussir dans la vie, il faut trimer. Voilà, là on commence à arriver un peu plus du côté des croyances limitantes, c'est-à-dire en fait des croyances qui conditionnent notre façon et de voir le monde et d'agir. Et prendre un moment et faire un travail sur comprendre quelles sont nos propres croyances sur le monde et sur nous, comment est-ce qu'elles peuvent nous limiter et pouvoir les nettoyer et avoir de nouvelles croyances, une nouvelle énergie, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que nos pensées, nos croyances, notre façon d'agir, notre façon de parler, tout ça a une vibration, tout ça a une énergie. Et à partir de ce moment-là, ça conditionne aussi ce qu'on attire dans notre vie, ce qu'on manifeste vibratoirement. Plus vous avez une croyance que pour réussir dans la vie, il faut souffrir, plus vous allez vous attirer et vous mettre vous-même inconsciemment dans des situations de souffrance et de lutte pour pouvoir accéder à un certain succès, par exemple, pour en nommer une de milliers, de millions de croyances limitantes que l'on peut avoir et qui pourtant sont souvent assez communes chez les personnes. Donc c'est extrêmement important. Donc effectivement, il y a un chapitre complet dédié aux croyances limitantes et comment les identifier, comment s'en débarrasser, comment vivre avec de nouvelles croyances et transformer son état d'esprit pour en fait repartir sur une tant est que ce soit
possible en tout cas d'avoir un état d'esprit qui est beaucoup plus ouvert, d'étendre son champ des possibles et se connecter à de nouvelles réalités. Et à partir du moment où on fait ça, on commence à attirer à soi d'autres réalités, d'autres potentiels, et la vie nous envoie une image complètement différente, des expériences complètement différentes qui sont justement en résonance avec les croyances et avec l'état d'esprit que l'on cultive tous les jours. Alors merci pour cette précision du coup pour les croyances limitantes. Donc maintenant on sait que si on a vraiment envie de travailler sur nos croyances, et d'ailleurs comme tu le disais, je pense que c'est comme ça que je ressens, c'est déjà une priorité, c'est comme si on repartait un petit peu sur une page blanche peut-être. Et donc il y a aussi une partie, parce que on pourrait dire que tu parles de développement personnel, mais tu parles aussi beaucoup de spiritualité quand même. Et il y a aussi une partie dans le livre, moi que j'ai beaucoup aimé, c'est sur les prières, sur les anges. Je ne sais pas, qu'est-ce qui t'a amené à partager justement ces prières, ces anges? Est-ce que tu communiques peut-être avec les anges? Alors, le monde spirituel, effectivement, fait complètement partie de ma vie depuis déjà un certain temps. Et pour moi, ça fait aussi partie de mon mode de vie, mon mode de fonctionnement, de mon travail avec les gens. Donc, je ne pouvais pas parler de mission de vie et parler de rôle de l'âme sur Terre sans parler aussi du monde spirituel. On a tout un tas d'êtres qui nous aident de l'autre côté à une énergie beaucoup plus haute, une vibration beaucoup plus haute, qui font que ils sont pas, nous on est des êtres de matière, même si notre âme vibre aussi beaucoup plus haut, et on a un nombre incroyable d'aidants qui sont là et qui participent, qui veillent sur nous, qui nous protègent, qui nous guident, qui nous envoient des messages, des intuitions, qui nous mettent aussi sur notre chemin, qui nous aident à travailler, à évoluer sur les choses qu'on a besoin de travailler pendant notre vie. Ils sont toujours là, on n'est jamais vraiment seul. Et parmi tous les êtres que l'on a, on a des guides spirituels, et on a aussi les anges qui sont accessibles à tout le monde. Et moi, c'est une énergie que j'aime énormément, avec laquelle je travaille beaucoup, qui est très haute, très, très puissante, et qui est... à partir du moment où on commence à accueillir les anges dans ta vie, à communiquer avec eux de manière régulière, par des prières, par des pensées, par des petits gestes, il se passe énormément de choses. Déjà, on se connecte à une vibration très haute, et des synchronicités, des messages, des intuitions, ou carrément des canalisations, comme je peux en avoir, arrivent. Et le travail va 10 fois plus vite et beaucoup plus puissant et beaucoup plus beau lorsqu'on se connecte à ces énergies qui n'attendent que ça. Parce que finalement, on ne se sent pas seul, on se sent vraiment aidé, quoi. Exactement. Et finalement, ils n'attendent que ça. C'est leur mission à eux, c'est aussi de venir nous accompagner, nous, en tant que âme expérimentant cette vie, cette incarnation terrestre. Donc effectivement, dans le livre, je parle aussi de la présence de ces êtres-là, de comment certaines énergies, certains anges, certains guides peuvent nous aider sur notre chemin, là particulièrement pour incarner notre mission de vie, pour la trouver, pour se sentir à sa place. Donc, comme ça fait partie de mon énergie à moi, et de mon fonctionnement et de ce que j'expérimente aussi dans ma vie de tous les jours, je ne pouvais pas ne pas les mettre dans mon livre, parce que ce sont aussi eux qui m'ont soufflé l'idée. Et c'est peut-être eux qui t'ont aidé à écrire le livre finalement. Oui, alors j'ai beaucoup de guides avec lesquels je suis en contact. C'est bien, vous êtes plusieurs comme ça, exactement. Et une bonne petite équipe. Mais bien sûr que pas très longtemps avant que la rédaction de ce livre, une fois en méditation, j'ai eu une canalisation très claire de l'archange Uriel. D'ailleurs, je connaissais uniquement de nom, mais je ne connaissais pas particulièrement son énergie, qui est venu me montrer, je ne le partage pas très souvent d'ailleurs cette histoire, qui est venu me montrer, qui m'apportait une lumière, qui cette lumière représentait certaines connaissances, certaines informations que j'étais venue faire passer à travers de messages que j'allais diffuser, et que je pouvais avoir confiance, qu'il m'apportait toujours les informations dont j'avais besoin et que j'avais besoin de partager, et que j'étais un canal, un relais justement entre ces deux mondes. Donc effectivement, ce livre il a été clairement guidé, clairement canalisé. La canalisation, c'est recevoir en réalité des énergies dans son champ énergétique et puis les traduire d'une certaine manière avec des mots, avec des exercices, avec parfois c'est limpide, hein, parfois ce sont des mots directement, mais souvent ce sont des énergies, des téléchargements d'informations, de compréhension, et ensuite qui sont traduits avec des mots, des chapitres, de la structure, pour que ce soit aussi accessible à l'intellect et à la compréhension de tous, mais que ça aille finalement derrière tout ça toucher l'âme en fait, et réveiller certaines choses. Merci en tout cas pour tout ça, pour tout ce que tu partages. J'avais
envie de te poser quand même une dernière question, parce que je sais que dans les personnes que j'accompagne, ça revient souvent, cette question, c'est comment réapprendre à rêver et à se connecter à cette joie intérieure que parfois on a peut-être perdue. Grande question. Je parle justement de l'importance de la joie dans le livre. C'est commencer par des choses très petites. Qu'est-ce qui nous met en joie dans les micro-décisions? C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous met en joie dans ce qu'on va manger, dans ce qu'on va porter, dans ce qu'on va faire pendant ces 1 heure de temps libre. Qu'est-ce qui nous met en joie le matin dès qu'on se réveille, comme musique. Et à partir de ces petites choses, c'est commencer à se réhabituer à sentir l'énergie de la joie à l'intérieur de nous, à sentir la vibration. Comment est-ce que je me sens lorsque je suis en joie profonde? Et ça, c'est l'état naturel de l'être humain. Il suffit de le voir chez un enfant, il n'est pas neutre. Lorsqu'il tout va bien, il est joyeux. Et c'est notre état naturel et on a tendance à l'oublier. Donc comment faire, c'est se réapproprier cette énergie par des toutes petites choses au quotidien qui nous mettent en joie, de la musique, de la danse. Souvent ça passe par le corps aussi, par les sens. Donc j'ai envie de vous dire, écoutez de la musique, dansez, chantez. Retrouver un petit peu son âme d'enfant intérieure. Exactement. Laissez exprimer votre créativité et vous allez ressentir la joie. Et plus vous serez connecté à ça, plus ce sera facile de la ressentir dans les grandes décisions de votre vie. Alors, merci beaucoup, Jenna. Alors, j'imagine que là, il y a beaucoup de personnes, peut-être qui sont en recherche de leur mission de vie et qui ont sûrement envie de travailler avec Jenna. Alors, Jenna, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de travailler avec toi ou si on a envie de voir ce que tu fais, tout simplement? Alors déjà, il y a mon livre « Trouver et réaliser votre mission de vie » qui est disponible dans toutes les librairies et sur Internet. Ensuite, j'ai ma chaîne YouTube sur laquelle je partage énormément et mon site Internet. Je fais souvent des ateliers en ligne auxquels vous pouvez vous inscrire. Et puis, parfois, alors là, en ce moment, j'en ai plus de prévu, mais je fais aussi des ateliers et des week-ends de stages pour trouver sa mission de vie, pour se reconnecter à son âme, développer son intuition en présentiel. Et voilà, si vous avez envie de rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à suivre. Merci en tout cas, Jenna, pour ce temps que tu nous as accordé. Et puis, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre tous les liens où vous pouvez retrouver Jenna. Et puis, Jenna, je te souhaite de très belles choses, en tout cas, dans ta mission de vie. Merci Eva, toi aussi. Merci. À bientôt. À bientôt.